Je m'étais notée. Bonjour Émeric. Bonjour Agathe, bonjour à tous. Bonjour. 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 Je vous propose qu'on commence à peut-être faire venir quelques retardataires. Bonjour à tous, merci à tous d'être présents pour notre cinquième et dernier webinaire de la semaine qui a donc été consacré donc la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. On a toute la semaine proposé des webinaires sur des thématiques un peu différentes et ce dernier webinaire est donc dédié aux dispositifs d'emploi accompagnés. Alors, pour la bonne tenue de notre réunion, je vais bien vouloir couper vos micros pour pas qu'on ait des interactions sonores désagréables. Et je vous propose d'interagir, de poser vos questions ou d'intervenir autant que vous le souhaitez, mais via le fil de discussion. On prendra vos questions un peu au fur et à mesure si on a le temps d'y répondre. Et sinon, à la fin de notre webinaire, on prévoit un temps de questions-réponses. Voilà, je me présente, je m'appelle Cécile Abrantes, je suis chargée de communication réseau à l'UNAPI. Je copilote le projet UNAPI Entreprise avec ma collègue que je vais laisser se présenter. On a deux autres personnes de la tête de réseau qui vont co-animer le webinaire. Donc, je vais laisser mes collègues se présenter. Ils sont là, Agathe et Patrick. C'est à vous. Bonjour à tous, Agathe Martin, chargée de mission emploi. Et Patrick Vincent, vice-président de l'UNAPI, en charge des questions de l'emploi des personnes handicapées. Je vois j'ai encore admis j'ai fait rentrer quelques personnes qui étaient encore en salle d'attente. On a lancé un petit sondage que vous pouvez voir en bas de votre écran. Si vous pouvez prendre 2-3 minutes pour le remplir, ça nous permet de mieux vous connaître et d'affiner un peu le contenu de nos webinaires prochains si vous êtes intéressés. Alors, juste avant de passer au petit quiz, vous présenter un peu le plan de ce webinaire. Donc, nous allons commencer par un quiz sur le handicap intellectuel, comme pour tous les webinaires cette semaine. Puis, nous vous présenterons le réseau UNAPI. Après, on fera donc, un petit peu le sujet de ce webinaire. Donc, c'est l'emploi accompagné, comme vous le savez tous. Et c'est Émeric Dietz et Simon Scheffler qui se présenteront par la suite. Je vous remercie d'être présents parmi nous aujourd'hui, qui viendront vous présenter le dispositif porté par l'association ADAPI Papillon Blanc d'Alsace. Puis un peu la portée, les enjeux des dispositifs emploi accompagné, et puis comment, pourquoi se saisir du dispositif pour les entreprises, aborder rapidement ces questions-là. Il manque le petit 6, on passe directement de 5 à 7. Mais le dernier, à la fin de ce webinaire, nous aurons bien sûr un temps d'échange ensemble pour que vous puissiez poser toutes vos questions, comme le disait Cécile précédemment. Alors, sans plus attendre, et je n'oublie pas de le dire cette fois-ci, saisissez-vous de votre téléphone portable si vous en avez, et rendez-vous à l'adresse kahoot.it. Voilà, il va falloir écrire
préciser le code PIN qui est juste ici, 299 78 33. Je vais le noter dans la barre de discussion. Donc, il vous faudra switcher entre les deux écrans. Sur l'écran d'ordinateur, vous aurez les questions et sur votre téléphone, les réponses, les petits sigles pour répondre. Voilà. Donc, ça devrait aller. Je vais mettre un peu de musique. Si vous voulez mettre vos micros, n'hésitez pas. J'attends encore un peu. On a d'autres pseudos qui arrivent. « 15 participants. Allez-y, allez-y, n'ayez pas peur. » Je crois qu'on va y aller. N'hésitez pas, en tout cas, vous pouvez rejoindre en cours de route. Alors, c'est parti. Première question. Selon vous, quel est le pourcentage de personnes en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant? S'agit-il de 80% des personnes en situation de handicap, 40 à 50%, 10 à 15% ou 1 à 2%? Je précise, vous pouvez répondre avant que j'ai terminé de préciser les questions. Voilà. Alors, c'est presque un carton plein. Non, le chiffre exact, c'était 10 à 15%. Donc, sur l'ensemble des personnes qui sont en situation de handicap, seuls 10 à 15% se déplacent en fauteuil. Si on a voulu poser cette question, c'était un petit peu pour aller au-delà de ce préjugé encore trop souvent répandu de systématiquement représenter le handicap autour du fauteuil. Comme vous le savez, il y a d'autres typologies de handicap et d'autres classes de handicap qu'on va voir dans une prochaine question. Deuxième question, à choix multiples. Quelles catégories de handicap sont citées dans la classification de l'OMS, Organisation mondiale de la santé? Handicap moteur, handicap intellectuel, mental, handicap sensoriel, handicap psychique. C'était en effet les 4 réponses. Donc, ce sont ces 4 catégories qui sont effectivement citées dans la classification de l'OMS. Et on peut même rajouter une 5e catégorie qui concerne des handicaps qui sont invisibles, tels que toutes les maladies longues et invalidantes que vous pouvez également rencontrer en entreprise et qui peuvent faire l'objet de RQTH au sein de l'entreprise. Troisième question. À choix multiples également. D'après vous, le handicap intellectuel, c'est une limitation des fonctions cognitives comme la perception, l'attention, la mémoire, une limitation du fonctionnement adaptatif, donc à savoir la communication par exemple. Est-ce que c'est toujours de naissance? Est-ce que le handicap intellectuel, c'est réversible, c'est-à-dire est-ce que ça se soigne grâce à la prise de médicaments? Alors, les bonnes réponses, c'était la question rouge et bleue. Je vais donner quelques précisions. Donc, on définit le handicap intellectuel comme la conséquence sociale d'une déficience intellectuelle et dans les principales difficultés que peuvent rencontrer les personnes, sachant que chaque personne est tout à fait singulière et peut rencontrer divers degrés de difficultés. On reconnaît tout de même la limitation des fonctions cognitives que sont la perception, l'attention, la mémoire, et également des limitations dans les domaines du fonctionnement adaptatif, comme on l'a cité là, la communication, les habiletés sociales. Et voilà, ce sont ces deux
grande famille à la fois des limitations cognitives et du fonctionnement adaptatif qui définissent le handicap intellectuel. Ce handicap, est réaffirmé. Le droit à compensation est donc réaffirmé dans la loi du février 2005, qui réaffirme que les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits et devoirs que le reste de la population, notamment le droit au travail. Voilà, et le handicap intellectuel n'est pas toujours de naissance, même si c'est le cas dans une majorité, dans une majorité des cas, ça peut arriver aussi au cours de la vie pour diverses raisons. Et ce n'est pas lié, en fait, la prise de médicaments est plus en lien avec des conséquences indirectes en fait, du handicap. Mais contrairement au handicap psychique, on ne lie pas en fait handicap intellectuel et prise de médicaments. Et ce n'est pas réversible. Quatrième question. D'après vous, combien y a-t-il de personnes en situation de handicap intellectuel en France ? 300 000 personnes, 500 000 personnes, 700 000 personnes, 2 millions de personnes. Et 15 réponses. 3 secondes. Parfait. Tout le monde a presque bien répondu. C'est en effet, on estime entre 650 à 700 000 personnes en situation de handicap intellectuel en France. C'est ça. Et les personnes ayant des troubles du spectre de l'autisme ne sont pas considérées comme des personnes en situation de handicap intellectuel. Il y a des troubles du spectre de l'autisme qui impliquent un handicap intellectuel. Ce n'est pas le cas de tous. Donc, Marine est première. Cinquième question, vrai ou faux? Les personnes en situation de handicap intellectuel n'ont pas la capacité de travailler. Alors là, on vous espère avec la bonne réponse. Vrai, faux. Oui, ouf. Oui, toutes les personnes en situation de handicap intellectuel exercent une activité professionnelle, si elles le souhaitent. Au sein du secteur protégé adapté, ce sont près de 120 000 personnes qui sont accompagnées dans l'emploi. Et dans le réseau Une API entreprise, c'est 60 000 personnes qui accèdent à l'emploi. Marine a fait le plus gros combo, 5 bonnes réponses d'affilée. Bravo Marine. Sixième question. Les personnes en situation de handicap intellectuel qui travaillent ne peuvent pas fournir une prestation strictement intellectuelle. Vrai? Faux. Vous êtes rapide. J'ai déjà mes 16 réponses. Incroyable. Oui, en effet, les personnes en situation de handicap intellectuel peuvent fournir une prestation intellectuelle. On a consacré cette semaine un webinaire à la diversité et à la capacité d'innovation des ESAT et des EA pour découvrir tout un tas de prestations administratives et pas que. Et on a consacré un webinaire mercredi au facile à lire et à comprendre, qui est une méthode d'accessibilité de la communication. Donc voilà, il y a ce genre d'activité au sein du réseau Une API entreprise de plus en plus qui se développe, et notamment le FAL, qui est vraiment une prestation à très haute valeur ajoutée pour les personnes en situation de handicap intellectuel. Emmanuelle passe première. Avant-dernière question. À choix multiples, selon vous, lesquels de ces chiffres sont corrects? 7,8% des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap, 37% des bénéficiaires de l'obligation d'emploi sont en emploi, contre 66% de la population générale, 80% des entreprises emploient au moins un travailleur en situation de handicap. Le réseau Une API entreprise accompagne 60 000 personnes dans l'emploi.
Il n'y avait pas de piège particulier, tous les chiffres sont exacts. Voilà, on estime effectivement que 7,8% des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap, mais que près de 80% des entreprises emploient au moins une personne en situation de handicap. Bon, le chiffre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est assez criant. On voit que voilà, l'accès à l'emploi reste très difficile pour les personnes qui sont en situation de handicap comparativement au reste de la population générale. Et comme je l'ai dit précédemment, au sein du réseau Une API Entreprise, on accompagne près de 60 000 personnes dans l'emploi. Une dernière question pour départager nos candidats. Nathan est passé premier. D'après vous, comment accompagner une personne handicapée intellectuelle en entreprise? En sensibilisant les collaborateurs, en proposant un accompagnement humain sous la forme de tutorat, de coaching, en mettant en place des aides techniques ou en prévoyant des aménagements de postes coûteux. J'ai la réponse possible. Alors là, on a éliminé plutôt la réponse verte, juste pour préciser que c'est effectivement l'accompagnement humain qui va être primordial dans l'accompagnement et le bien-être de la personne en déficience intellectuelle au sein de l'entreprise. Évidemment, une belle sensibilisation des collaborateurs et puis, alors plus que des aides techniques, il y a beaucoup d'aides à l'accessibilité, de repères dans l'espace, etc. Et puis, on va le voir un peu plus développé tout à l'heure, c'est le tutorat et le job coaching qui permet à la personne voilà, d'être bien accueillie et bien accompagnée au sein de l'entreprise. Alors, juste le podium pour les compétiteurs parmi vous. Alice est troisième, Audrey est en deuxième position. Et qui est le grand gagnant ou la grande gagnante? Nathan, bravo Nathan. Et nous passons tout de suite au reste de notre présentation. Alors, on vous enverra bien sûr la présentation et quelques développements un peu plus théoriques voilà, sur le handicap intellectuel par la suite. Alors, nous sommes 900 000. Nous sommes 900 000 et nous sommes partout. Le plus souvent, nous sommes invisibles. Nous sommes parents, personnes handicapées intellectuelles, mais aussi soignants, éducateurs ou aidants. Nous sommes à côté de vous, dans le bus. Au travail. Ou au cinéma. Notre lutte, la plupart d'entre nous ne l'ont pas choisie. Nous sommes 900 000 et notre engagement est permanent. Ensemble, nous avons déjà parcouru un long chemin. En 60 ans, nous avons fait changer la loi plusieurs fois. Nous avons fait évoluer la société, fait bouger les lignes. Mais nous n'en avons pas fini. Nous sommes 900 000. Et pourtant, face aux défis du quotidien, il nous arrive de nous sentir seuls. Nous agissons pour une société plus solidaire, plus inclusive. Une société qui réserve une place à chacun. Une société qui accompagne. une société qui soit avec nous. Nous sommes l'Une API. Et vous? Êtes-vous avec nous? Je vous laisse la parole, Patrick, pour nous présenter le réseau Une API. Oui, alors ce film, effectivement, introduit notre réseau comme ça en quelques images. Ça en dit beaucoup et ça en dit peu aussi. Mais pour cette présentation, là, nous avons voulu mettre en évidence 3 grandes orientations. Parmi nos orientations stratégiques, il y en a d'autres, des orientations stratégiques à une API, mais celles-là, je dirais, sont tout à fait d'actualité par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Donc, comme le disait le film, nous œuvrons pour une société plus solidaire et inclusive, pour la place des personnes déficientes intellectuelles dans notre société. Donc, ces 3 objectifs stratégiques, le premier, c'est accompagner chaque personne à être actrice de sa vie,
Hein, c'est un élément important. Ce n'est pas être devant ces personnes, ni derrière ces personnes, ni à la place de ces personnes handicapées, c'est être à côté d'elles pour les accompagner et leur permettre d'exprimer leur libre choix. Deuxième opération stratégique, c'est accélérer l'évolution de la société. Comme c'était dit dans le film, nous avons fait évoluer en 60 ans plusieurs fois la loi. Donc, la loi qui évoluait soit en réponse à l'évolution de la société, soit quelquefois qui précédait les évolutions de la société. Donc, nous y avons à chaque fois fortement participé, en faisant du lobbying, hein, bien entendu, auprès du Parlement et auprès des ministères concernés. Et la troisième grande orientation stratégique, c'est affirmer notre modèle associatif parental d'entrepreneurs militants, cher à notre président Luc Gatto. Cela veut dire que nous sommes effectivement un modèle associatif, loi 1901. Nous sommes composés très fortement, très majoritairement de parents de personnes déficientes intellectuelles qui se sont engagés dans ce mouvement, mais nous entreprenons, nous créons des réponses pour accompagner les personnes handicapées mentales déficientes intellectuelles. Quelques chiffres, donc une organisation nationale qui est l'UNAPI, hein, l'UNAPI c'est Union nationale des associations de parents, qui se décompose évidemment régionalement. Les 12 régions métropolitaines constituent chacune une UNAPI région. Et je parle évidemment des régions métropolitaines, mais nous sommes présents également aussi dans les départements d'outre-mer. Sur le terrain, 330 associations locales, gestionnaires d'établissements, ou non d'ailleurs, mais majoritairement gestionnaires d'établissements, et également des associations tutélaires, une par département en général. Et l'ensemble de ce réseau gère 3000 établissements médico-sociaux. Dans ces établissements médico-sociaux, nous accueillons 200 000 personnes en situation de handicap, de la petite enfance au 3e âge, avec des établissements différents en fonction du niveau de handicap de la personne. Dans ces établissements travaillent 94 000 professionnels, donc c'est un milieu socio-professionnel très, très important et une activité économique très importante dans notre pays. 72 000 bénévoles dans notre mouvement, 55 000 familles adhérentes dans les différentes associations de notre mouvement. Et je vous parlais tout à l'heure des associations tutélaires, 72 000 majeurs protégés. Voilà, c'est pour ça que nous parlons en fait de notre mouvement quand on dit nous sommes 900 000. Alors 900 000, ce n'est pas que la somme des chiffres qui sont affichés là à l'écran, mais 900 000, ce sont l'ensemble des personnes qui, de près ou de loin, militent avec l'UNAPI, parce que dans une famille, il y a bien sûr la personne handicapée, il y a ses parents, mais il y a aussi la famille au sens large, la fratrie et également au-delà de la fratrie. Et puis le réseau avec les professionnels qui sont très fortement engagés et qui également, je dirais, essaiment autour d'eux ce qui constitue ces 900 000 personnes actrices de la solidarité en France. À noter que l'UNAPI est historiquement et quantitativement la première association en charge qui s'occupe de personnes déficientes intellectuelles. Merci beaucoup, Patrick, pour ce développement. Sans plus tarder, je vais laisser la place à Aymeric Dietz et à Simon Scheffler, que je vais laisser se présenter et qui vont venir vous parler de l'ADAPI Papillon Blanc d'Alsace et du dispositif emploi accompagné porté par cette association affiliée à l'UNAPI. Donc oui, bonjour à tous. Donc Aymeric Dietz. Donc moi je suis chef de service du centre de formation ETAP. Et en fait, le centre de formation, c'est un centre qui est hébergé par effectivement l'ADAPI Papillon Blanc d'Alsace. Comme le soulignait Agathe, qui est affiliée, qui est membre du coup de l'UNAPI. Donc rapidement, parce qu'on ne va pas effectivement vous abreuver de chiffres, donc ça devient une grosse association puisqu'historiquement, en fait, il y avait 2 instances. Il y avait l'ADAPI du Bas-Rhin et puis les Papillons Blancs du Haut-Rhin. Et depuis 2017, nous avons fusionné, ce qui fait
que ça devient une grosse association régionale avec 1340 professionnels, 2200 personnes qu'on va accompagner. Voilà, donc beaucoup d'établissements et de services, plus de 50, dont le centre de formation Étape, qui va effectivement porter le dispositif d'emploi accompagné dont on parle aujourd'hui. Alors, à ce titre, du coup, nous sommes basés sur le Bas-Rhin. Donc, il y a plusieurs opérateurs emploi accompagné sur l'Alsace. Donc, pour les citer, donc Action et Compétences, Route Nouvelle-Alsace, le Centre de réadaptation de Mulhouse et nous-mêmes. La petite différence qu'il y a, c'est que chaque organisme a fait le choix d'accueillir un certain type de public. Donc, on le voit, pour Action et Compétences, ça va être plutôt les troubles du spectre autistique. Pour Route Nouvelle-Alsace, donc des personnes, donc plutôt des jeunes, donc les 16-25 ans, accompagnés par les missions locales avec des troubles psychiques. Le centre de réadaptation de Mulhouse, qui, comme nous, en fait, a fait le choix d'accueillir tout type de public, ça veut dire tout type de handicap. La petite différence, c'est qu'effectivement, dans tout type de public et tout type de handicap, ça va comprendre, on va le revoir après, dans les tout types de public, les travailleurs ESAT et les salariés de l'entreprise adaptée chez nous. Je vais y revenir un petit peu après. Alors, juste, on a fait apparaître sur la diapositive l'extrait du décret du 27 décembre 2016 qui rappelle un peu les fondements comme ça de l'emploi accompagné. Donc, comme c'est indiqué, un dispositif d'appui pour les personnes en situation de handicap destiné à leur permettre d'obtenir et de garder un emploi rémunéré sur le marché du travail. Alors, évidemment, ça ne se fait pas toujours aussi facilement. Il y a beaucoup de dispositifs qui vont permettre l'accès à l'emploi. Et lorsque les personnes sont ensuite en emploi, il n'est pas toujours facile de continuer à les accompagner. Et la particularité, on va le voir, de l'emploi accompagné, c'est de pouvoir faire comme ça un aller-retour entre le milieu ordinaire, donc la capacité d'accueil du milieu ordinaire, donc les entreprises, avec le recours à des expertises quand on doit intervenir sur des questions un peu particulières. Voilà. Et l'idée et d'autres acteurs, évidemment, dans ce dispositif pour vraiment sécuriser le parcours et garder la personne en emploi. Donc, l'idée, c'est, comme c'est indiqué, embaucher et maintenir en emploi les personnes en mobilisant toutes les solutions possibles. Les principes de l'emploi accompagné, donc évidemment, contribuer à la sensibilisation de la société, puisque depuis la loi de 2005, même si effectivement déjà en 75 et 87, il y avait déjà eu deux autres lois sur la question, mais c'est vrai que la question de la sensibilisation de la société reste au cœur un petit peu des politiques publiques. Et dans le principe de l'emploi accompagné, il y a vraiment, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, faciliter, sécuriser l'accès à l'emploi, donc vraiment avec un travail d'accompagnement renforcé. Et donc faire évaluer les pratiques d'accompagnement aussi, favoriser la coopération, puisque on le verra aussi tout à l'heure, mais dans le cadre du dispositif, c'est vrai qu'auparavant, on avait beaucoup de dispositifs qui pouvaient être mobilisés et on pouvait se retrouver à un moment donné avec des situations où on ne sait plus trop qui fait quoi. Et le principe de l'emploi accompagné, notamment dans les objectifs qui étaient retenus, c'était notamment d'avoir un référent comme ça un peu unique qui allait être une sorte de coordinateur de parcours avec la possibilité comme ça de pouvoir faire le lien avec les autres personnes. Dans le fonctionnement global, donc évidemment, c'est encadré par la loi du 8 août 2016 qui va définir ce que c'est que l'emploi accompagné. On a trouvé intéressant de faire figurer quand même les financeurs de ces actions, que sont l'État, le FIPHFP et la GFIP, en sachant que lorsqu'on intervient dans le cadre de l'emploi accompagné auprès des entreprises, c'est vrai que pour l'entreprise, c'est totalement gratuit l'intervention qu'on va mener, puisqu'il y a un financement qui est prévu dans ce cadre-là. Depuis peu, en fait, comme on le voit sur la partie droite, on a un logo emploi accompagné, puisque c'est un dispositif national. C'est-à-dire qu'il y a eu un comité de pilotage au mois d'avril qui a fait passer en fait ce dispositif qui était longtemps un dispositif expérimental en quelque chose de plus structuré. Et aujourd'hui, on a dans chaque région l'obligation en fait de nous constituer en plateforme. Donc en l'occurrence pour le Bas-Rhin, j'ai présenté tout à l'heure rapidement donc Action et Compétences, Route Nouvelle-Alsace et nous-mêmes. Donc on va se regrouper sur une plateforme pour faciliter aussi le repérage comme ça des différents intervenants.
Et ce qui est intéressant aussi en dernier lieu en bas à droite de la présentation ici, donc évidemment, les organismes gestionnaires signent une convention de gestion avec le SPE, mais ce qui était important de rappeler, c'était plutôt le principe de subsidiarité. Ça veut dire que en fait, l'emploi accompagné, c'est un dispositif qui va venir en complément d'autres dispositifs déjà existants. Mais à l'origine, normalement, il est prévu de mobiliser ce dispositif quand toutes les autres solutions qui ont été proposées ne fonctionnent pas et qu'il y a donc nécessité de renforcer l'accompagnement et renforcer notamment l'accompagnement dans l'emploi, lorsque la personne est en emploi. Pour la diapositive suivante, donc les principes. Alors, 3 grands champs. Le Place and Train, qui est la méthode IPS, qui est une méthode qui nous vient du Canada. L'idée, c'est de renverser un peu la tendance. C'est-à-dire qu'à l'origine, on était plutôt sur on forme et on place ensuite en entreprise. Aujourd'hui, la méthode IPS va plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire on place d'abord la personne en emploi et ensuite, pendant qu'elle est en emploi, avec la mobilisation de tous les acteurs, le tuteur et puis les différentes personnes du collectif de travail, l'idée c'est d'accompagner et de former. Donc le Place and Train, ça c'est quelque chose de fondamental. L'autre point vraiment important, c'est un accompagnement qui est sans durée prédéfinie. Ça veut dire que tant que le dispositif existe, l'idée, c'est d'être sur un accompagnement tout au long de la vie, avec effectivement des petites variations en fonction des situations. Et le point évidemment important, en dernier lieu, accompagner les deux parties, l'employé et l'employeur, puisque l'idée, c'est de ne laisser personne en fait, sur le bord de la route, ni l'employé qui peut arriver, qui peut se retrouver démuni aussi face à une situation de travail, ni l'employeur qui, à l'inverse, peut se retrouver lui aussi un peu démuni par rapport à ça, sans savoir comment accompagner, comment compenser lorsqu'il est confronté à cette difficulté. Donc, c'est ces 3 principes. On place et on forme, dans un premier temps, un accompagnement dans la durée pour permettre justement la relation de confiance entre les différentes parties et ne laisser personne, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément centré que sur l'employé, mais c'est des constants allers-retours entre l'employé et l'employeur pour vraiment sécuriser le parcours. Merci beaucoup, Émeric. Je crois qu'on va laisser la place maintenant à Simon Scheffler pour nous développer un peu le rôle du référent emploi accompagné. Ce que j'ai juste oublié, une petite parenthèse qui peut paraître un peu cosmétique, mais vous avez vu peut-être, vous avez parfois des 3 en rose ou en bleu, enfin dans l'intitulé. Quand il s'agit d'un 3 bleu, c'est des principes généraux qui s'appliquent pour tous les dispositifs emploi accompagné. Lorsque le 3 est rose, on vous parle spécifiquement du dispositif emploi accompagné porté par l'association ADAPI Papillon Blanc d'Alsace. C'est juste pour faciliter un peu la compréhension. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous, je suis Simon Scheffler, donc je suis chargé d'accompagnement pédagogique et professionnel à l'ADAPI et référent emploi accompagné, et à ce titre-là, je suis amené à faire du job coaching. Donc, je vais vous présenter un petit peu rapidement là, comment s'articule un petit peu le dispositif qui s'organise en 4 phases. Donc voilà, je vais vous présenter d'abord la première phase un petit peu de diagnostic. Donc, on peut peut-être aller sur la diapo suivante, merci Agathe. Donc, on va avoir une première phase de diagnostic un petit peu de la situation de la personne en revenant d'abord sur ses expériences professionnelles pour pouvoir un petit peu évaluer quelles sont les compétences qu'elle a pu développer sur les différents postes. Et pour nous, ce qui va être important aussi, c'est d'arriver un petit peu à identifier les difficultés qu'elle peut rencontrer au travail par rapport au handicap, afin de pouvoir aussi un petit peu mieux l'orienter par la suite sur un poste qui sera un peu adapté à sa situation. On travaillera également aussi sur ce qu'on peut appeler les freins périphériques. Voilà, c'est d'autres difficultés un petit peu en dehors du champ professionnel, mais qui peuvent être vraiment impactantes. Ce qui revient souvent, c'est par exemple le manque de mobilité des personnes, par exemple l'absence de permis de conduire, ce qui peut être un vrai frein un petit peu pour la recherche d'emploi. Donc pour la seconde phase un petit peu, ça va être la phase d'élaboration et de validation du projet professionnel. On va déjà essayer de développer quelque chose qui va être en attente un petit peu en lien avec les valeurs et les attentes de la personne. L'idée étant de ne pas imposer quelque chose aux personnes qu'on accompagne, mais de les accompagner un petit peu vers des emplois pour lesquels ils ont une appétence, et aussi des emplois sur lesquels il y a des débouchés qui sont en lien avec le marché du travail.
Et ce qui va être important, surtout dans cette phase-là, ça va être la validation du projet professionnel avec des enquêtes métiers, mais surtout les stages, les immersions d'entreprise, parce que là, les personnes vont vraiment être confrontées un petit peu à la réalité du terrain. Elles pourront voir si le métier qu'elles ont choisi est en adéquation avec le handicap. C'est vraiment ça qui est important. Et pouvoir évaluer aussi, est-ce qu'elles sont en capacité de travailler directement sur un poste? Est-ce qu'elles ont déjà des compétences ou est-ce qu'il va falloir développer des compétences, peut-être suivre des formations pour pouvoir un petit peu poursuivre dans cette voie professionnelle? Une fois que ce projet est validé, on va accompagner les personnes vers l'emploi. Donc, ça va être déjà un accompagnement sur ce qu'on appelle les techniques de recherche d'emploi, donc le CV, la lettre de motivation, travailler également l'entretien d'embauche. Et ce qui va être important, c'est aussi est-ce qu'on communique sur le handicap? Certaines personnes souhaitent ne pas le faire, d'autres vont vouloir aussi effectivement expliquer leur situation à l'employeur. Donc, c'est un petit peu les accompagner à ce niveau-là, quel discours un petit peu adopter pour expliquer aussi et rassurer l'employeur par rapport aux difficultés liées au handicap. Et pour des personnes qui peuvent être aussi parfois éloignées de l'emploi, ça va être intéressant de passer par différentes structures comme les entreprises adaptées, les entreprises d'insertion par l'activité économique ou les entreprises de travail temporaire adaptées, avec ce qu'on peut appeler aussi ce qu'on appelait un peu les contrats aidés précédemment, ce qui maintenant sont les CDD tremplins ou les CDD d'insertion, pour reprendre un petit peu le rythme un petit peu du travail, se remettre un petit peu dans la perspective d'un quotidien professionnel, développer aussi de l'expérience, ça va être important. Et c'est en fait ces structures-là vont souvent aussi permettre aux personnes de pouvoir après partir sur d'autres types d'emplois en milieu ordinaire. On va aussi pouvoir creuser avec eux qu'est-ce qui va être intéressant en recherche d'emploi. Est-ce qu'un employeur privé ou un employeur public peut représenter un choix intéressant, sachant que pour la fonction publique, les personnes avec une RQTH peuvent à titre dérogatoire postuler sur des postes sans concours, sans être titulaire du concours, en ayant effectivement les compétences nécessaires sur ce type de poste. On a vu, pour l'emploi accompagné, on peut être sur du place and train, mais pour certaines personnes, il va y avoir quand même un besoin de formation qui va être important si on est sur une grosse reconversion professionnelle. Donc, ça peut être aussi identifier peut-être une formation. Alors, est-ce que ça a de la formation courte, de la formation en alternance? Donc, identifier un petit peu les besoins de la personne à ce niveau-là pour pouvoir aussi l'accompagner un petit peu dans ses choix. Et donc, la quatrième phase, ça va être l'accompagnement en emploi. On a trouvé un emploi et donc voilà, on va accompagner à la fois la personne et l'employeur un petit peu. Donc, ça peut être un accompagnement sur la prise de poste. Ce qui va être important aussi, c'est d'arriver à mettre en place, d'avoir un référent ou un tuteur en entreprise qui puisse nous faire un retour un petit peu du quotidien de la personne accompagnée, avec qui on puisse échanger régulièrement pour pouvoir identifier à la fois ce qui se passe bien et puis s'il y a des difficultés qui apparaissent, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place un petit peu pour compenser ces difficultés. On a un suivi régulier, mais qui peut être espacé dans le temps. C'est-à-dire, si on a un parcours, que la personne, tout se passe bien, on ne va pas avoir besoin d'intervenir régulièrement en entreprise. Mais ça va être intéressant aussi pour l'entreprise de savoir que nous, on peut être mobilisé rapidement s'il y a une difficulté quelconque qui arrive, qu'il n'y a pas besoin de refaire une demande auprès d'une autre structure. Ça va être aussi en emploi, est-ce qu'il y a des besoins d'aménagement? Donc, on l'a vu un petit peu précédemment, ça peut être des aménagements techniques, ça peut être des aménagements de poste en termes d'organisation. Donc, ça dépend un petit peu vraiment des besoins des personnes. Et pour les personnes en formation, ça peut être effectivement aussi faciliter un petit peu le quotidien en formation des personnes avec des aménagements pour les examens, du soutien scolaire ou des aides à l'apprentissage. Le but étant, encore une fois, de maximiser les chances des personnes d'obtenir leur formation. Voilà un petit peu les 4 grands axes de l'accompagnement pour ce dispositif. Donc, notre rôle, ça va être aussi effectivement le conseil à l'entreprise pour l'accueil du collaborateur. Donc, ça peut être expliquer un petit peu la situation de la personne, ça peut être de la sensibilisation aussi auprès du collectif de travail. L'idée étant aussi, en ayant cette phase d'évaluation des difficultés de la personne, de pouvoir essayer d'identifier des métiers qui sont en adéquation avec le handicap et sur lesquels il y aura le moins d'impact possible par rapport aux conséquences du handicap. On va aussi avoir tout un travail un petit peu de suivi de notre activité par rapport aux différents accompagnements qu'on peut avoir et pouvoir faire un bilan un petit peu auprès des financeurs pour qu'ils puissent voir un petit peu
voilà les axes sur lesquels on va le plus travailler. Et pour les personnes en formation, ça peut être faire de la coordination du projet de formation avec la personne et le centre de formation, et aussi s'il y a des besoins en ingénierie de formation pour créer un petit peu des soutiens, des supports adaptés. On a parlé du FALC précédemment, ça peut être une piste à suivre. Il y a d'autres éléments qui peuvent être mis en place comme des modes opératoires ou ce genre de choses. Et donc, pour faire une petite synthèse, effectivement, la fonction du référent emploi accompagné, ce n'est pas uniquement le job coaching, il y a l'aspect, tout ce qui est accompagnement en emploi auprès de la personne et de l'employeur, mais il y a aussi tout ce qui est du domaine du social. Donc, on peut solliciter aussi des partenariats avec, par exemple, des éducateurs, des services d'accompagnement à la vie sociale, et l'aspect aussi médical. Donc, c'est ce qu'on disait un peu avant. On est plus là sur une logique un peu de coordination de parcours, où on va essayer un petit peu d'échanger avec les différents partenaires sur les situations des personnes et voir comment un peu mettre en place certaines actions pour faciliter un peu le quotidien professionnel et maximiser les chances de rester en emploi. Alors, actuellement, là, on a une file active de 30 personnes. On l'a dit précédemment, on accueille au sein de l'ADAPI tout type de public et tout type de handicap. Donc, ça peut être des personnes, des AT qui souhaitent aller en milieu ordinaire. Ça peut être des jeunes qui sortent effectivement du milieu scolaire. Et puis, ça peut être un public actif en recherche d'emploi qui va être accompagné par le service public pour l'emploi, donc Pôle emploi, Cap emploi, la mission locale, et avec qui on va essayer aussi de collaborer pour mettre en place des actions et pour faciliter un petit peu l'accompagnement. Notre public, là, actuellement, on a des personnes accompagnées qui ont entre 22 et 49 ans, donc âge moyen, là, 35 ans. Donc, c'est vrai que par rapport à ces publics-là, l'accompagnement peut être différent. On ne va pas avoir les mêmes démarches pour une personne jeune qui a très peu d'expérience professionnelle que pour quelqu'un qui a peut-être déjà 20 ans ou 30 ans d'expérience sur différents postes. Et on peut avoir des gens qui, effectivement, sont demandeurs d'emploi depuis très longue durée. Donc, il y a aussi toutes c'est ce qu'on disait précédemment avec les entreprises d'insertion, par exemple, trouver un petit peu des moyens de remettre en place une activité professionnelle voilà, qui soit adaptée un petit peu à ces situations spécifiques. Alors, nous, on accompagne au total 37 personnes, donc, dont 17 qui sont en emploi. Donc, on en a 7 en CDI et une personne en apprentissage dans la fonction publique. On a aussi actuellement 4 personnes qui travaillent en milieu protégé en ESAT et une en entreprise adaptée qui ont pour projet l'accès à un travail en milieu ordinaire. Il y a une jeune que j'accompagne qui est en service civique. Donc, on en parlait aussi, pour les jeunes, c'est quelquefois très difficile l'accès à l'emploi du fait de manque d'expérience, en plus des difficultés liées au handicap. Et le service civique, ça permet aussi de sortir un petit peu de l'isolement, de voir d'autres choses, prendre de l'expérience, développer des compétences. On a un autre jeune qui est en ce moment à l'école de la deuxième chance, là sur Strasbourg, qui prépare un titre professionnel dans l'aménagement paysager. Et on a 13 personnes qui sont demandeurs d'emploi, donc toujours accompagnées et suivies par le service public pour l'emploi, avec qui on va avoir des partenariats pour mettre en place des stages, par exemple. Mais nous, on va s'occuper de l'accompagnement, on va dire, au quotidien et des démarches qu'on peut enclencher avec elles. Alors là, je vais vous présenter le parcours de 2 personnes qui sont accompagnées depuis bientôt 3 ans, un peu moins de 3 ans là, par l'ADAPI. Donc, c'est 2 personnes en situation de déficience intellectuelle. Donc, on a d'abord voilà, Tony, qui est un jeune homme de 26 ans. Lui, il est en commis de cuisine en CDI chez Kiefer, une industrie, c'est un traiteur là, sur la région de Strasbourg depuis mars 2020. Donc, on peut peut-être passer à la diapo suivante. Et Tony, c'est quelqu'un qui, à l'issue de son parcours scolaire, a intégré directement le milieu protégé à l'ESAT de Duttenheim. Il a travaillé uniquement en cuisine et durant ce parcours-là, il a fait plusieurs stages en milieu ordinaire qui se sont bien passés. Et donc, les équipes de l'ESAT ont pensé que ça pouvait être intéressant pour Tony d'être accompagné dans sa volonté de vouloir travailler en milieu ordinaire. Donc, on a commencé à accompagner Tony à ce niveau-là. On a aussi fait de nouveaux stages. Il a fait un stage dans un lycée notamment qui s'est très bien passé. Et en fait, pour lui permettre de passer un petit peu, de faire la bascule du milieu protégé au milieu ordinaire, on a sollicité l'entreprise adaptée pour faire d'abord un contrat de mise à disposition. C'est-à-dire que Tony était mis à disposition de l'entreprise qui s'appelle Kiefer
mais sous contrat chez nous, à l'entreprise adaptée. Et ce qui est une forme aussi de sécurité pour l'entreprise parce que, voilà, le partenariat est enclenché avec l'entreprise adaptée, mais Tony n'est pas dans les effectifs de l'entreprise Kiffer, mais toujours dans nos effectifs. Et suite à cette mise à disposition qui s'est très bien passée, Tony a été embauché d'abord sur un CDD. On peut peut-être enchaîner sur la diapo suivante, de quelques mois. Et juste avant le confinement, Kiffer lui a proposé un CDI. Ils étaient très satisfaits de son travail. Et en fait, Tony, moi, je l'accompagne surtout un petit peu c'est pas tant sur le volet professionnel, parce que même si au début, quelquefois, Tony avait tendance à répondre aux sollicitations de certains collègues qui lui demandaient de l'aide sur tel ou tel secteur, lui, il était en légumerie, donc on a bien convenu avec son tuteur que son secteur d'activité principal reste la légumerie, qui se concentre là-dessus, mais au travail, ça se passe très bien. Même durant le confinement, qu'il y avait du chômage technique, voilà, Kiffer nous a indiqué qu'ils étaient très satisfaits et qu'ils voulaient le conserver. Là, l'activité a bien repris, il est vraiment, vraiment bien intégré là-bas. Et je vais plus l'accompagner en fait au niveau des démarches un petit peu administratives, ce qui peut être compliqué pour lui, avec la CAF notamment, ou les impôts, ce genre de choses, pour aussi, voilà, pas que lui qu'il soit serein, qu'il puisse aller travailler tranquillement. Donc, voilà un petit peu pour ce premier exemple. Et donc, le second, il s'agit de Camille, qui actuellement fait un apprentissage donc, dans la fonction publique sur un poste d'ATMFC au sein d'une crèche. Et donc, Camille, on l'accompagne un petit peu depuis 2019 également. Elle était en ESAT depuis assez longtemps, hein, depuis une douzaine d'années. Elle était sur différents postes. Elle avait travaillé en blanchisserie, en conditionnement, en nettoyage. Et elle a aussi également eu cette volonté de travailler en milieu ordinaire. Ce qui l'intéressait aussi, c'était de travailler un petit peu auprès des enfants. Donc, elle a fait également des immersions qui sont bien passées et on a pu mettre en place effectivement un contrat d'apprentissage. Donc, elle est actuellement scolarisée en CFA et elle travaille voilà, la moitié de la semaine dans un multi-accueil, une crèche sur Ingolsheim. Et la particularité, c'est qu'elle, en fait, son employeur, ça va être la mairie d'Ingolsheim. Donc, nous, on va être un petit peu aussi, on va coordonner un petit peu les actions entre le CFA, la crèche et la mairie pour faciliter également le quotidien de Camille et maximiser ses chances de réussite. Ce qui peut être un peu difficile pour elle, ça faisait des années qu'elle n'était plus dans un parcours scolaire, donc de retourner en CFA avec des élèves un petit peu jeunes, reprendre des cours n'était pas évident. Et donc, nous, on a essayé de mettre en place voilà, du soutien scolaire au niveau du CFA, des modes opératoires également au niveau de la crèche. Et donc, là, elle est actuellement en deuxième année d'apprentissage. Ça se passe plutôt bien et on a vraiment bon espoir qu'elle puisse valider un petit peu son CAP en fin d'année. Et puis, une fois que le CAP sera validé, on passera justement sur aussi une recherche d'emploi pérenne pour Camille pour l'année prochaine. Donc, voilà un petit peu le parcours de ces deux personnes que nous accompagnons depuis 2 ans. Super. Merci beaucoup Simon, merci beaucoup Émeric. C'était vraiment très intéressant, très clair. Et voilà. Vraiment, c'est sûr qu'avec des exemples comme ça, concrets, on se représente tout de suite ce que ça peut être. Alors moi, juste avant qu'on passe à un temps de questions-réponses, très rapidement, l'emploi accompagné est aujourd'hui considéré comme un enjeu majeur. Là, je vous mets juste l'extrait à titre d'exemple du projet de loi de finances 2022, voilà, où on considère l'emploi accompagné comme un enjeu majeur pour l'insertion durable des personnes handicapées dans le milieu de travail ordinaire. Donc aujourd'hui, on a des dispositifs emploi accompagné partout en France, dans chaque département. C'est 4000 personnes accompagnées. L'objectif est d'aller vers 10 000 personnes accompagnées en 2022. Ça représente, alors là, ces chiffres-là datent du 31 décembre 2019, donc ça commence un peu à dater, mais ça représente donc 48% des personnes qui ont des troubles du psychisme et 20% quand même de personnes en situation de handicap intellectuel. Et c'est ce que dit l'IGAD dans son rapport thématique handicap et emploi, que l'emploi accompagné admet un taux d'insertion en milieu ordinaire de travail au moins 2 fois supérieur à celui obtenu par les pratiques traditionnelles du SPE, et particulièrement intéressant pour les personnes particulièrement difficiles à inclure en entreprise ordinaire,
donc les personnes présentant un handicap psychique ou encore un handicap mental intellectuel. Donc là, vous voyez juste un chiffre aussi, 59% des personnes sans emploi à l'entrée étaient en emploi donc au 31 décembre 2019. À l'UNAPI, on a plusieurs associations qui sont porteuses de dispositifs. Je vous enverrai un récapitulatif donc, de ces associations gestionnaires. Et je vais vous mettre juste après aussi dans le fil de discussion l'annuaire produit par l'AGFIP et actualisé en juin 2021 de tous les dispositifs emploi accompagnés existants en France. Côté l'entreprise, pourquoi se saisir en fait de ces dispositifs? Alors déjà pour des raisons de productivité, il est prouvé par plusieurs études que la productivité est au moins inchangée, voire améliorée, parce qu'on a une amélioration de la qualité de travail pour l'ensemble des salariés de par la réorganisation des process et l'investissement dans la formation. Depuis aussi la réforme de l'OETH, on a quand même une incitation à l'emploi direct. Donc, c'est pour ça que ça peut aussi être intéressant. Et puis, donc, des aides à l'embauche, des primes à l'apprentissage. Donc, selon les cas, au moins jusqu'au 31 décembre 2021, voire jusqu'à juin 2022. Comment se saisir du dispositif? Donc, de manière générale, et c'est du bon sens, de ne pas recruter les personnes uniquement sur leur CV, mais avec ce principe un peu du place and train, d'accepter aussi de former les personnes une fois en emploi. Après, de regarder, de consulter l'annuaire des dispositifs emploi accompagnés, je vais vous envoyer juste après. Et puis, pourquoi pas aussi de contacter le dispositif emploi accompagné de votre territoire pour en apprendre plus, pour vous présenter aussi comme une entreprise accueillante et intéressée à l'idée d'accueillir des personnes en situation de handicap accompagnées par un tel dispositif. Et je crois que j'en ai terminé. Et puis, on peut passer, si vous le souhaitez, à un temps de questions-réponses. Il nous reste 5 minutes. J'arrête mon partage. Vous pouvez remettre vos micros plutôt. S'il y a des questions. J'aurais juste une question, je me présente Madison. Est-ce que vous faites des groupes de parole ou pas? Sur les différentes expériences. Je ne sais pas si vous avez entendu. Est-ce que vous réalisez des ateliers de groupes de parole? Voilà ce que j'ai dit. Je ne sais pas, cette question du coup est destinée plutôt à Émeric, Simon. Alors, des groupes de parole, non. C'est pas quelque chose qu'on a encore pratiqué pour le moment. C'est vrai que dans les accompagnements qu'on va réaliser effectivement avec les personnes, on est plus sur de l'accompagnement individuel sur les situations. Et du coup, on n'a pas finalement d'atelier collectif avec les différents demandeurs d'emploi. C'est pas quelque chose qu'on pratique parce que c'était au départ, on n'avait pas beaucoup de personnes qu'on accompagnait. Et donc, c'est vrai qu'on était vraiment sur l'individualisation du parcours. Et donc, c'est vrai que ne faisant pas de collectif, du coup, on n'a pas mis en place de groupe de parole, par exemple. Oui, je crois qu'il faut effectivement, Émeric, vous avez raison de préciser que ce type d'accompagnement, c'est de l'individualisation. Chaque personne a sa spécificité et les spécificités peuvent être très diverses d'une personne à l'autre. Je suppose aussi, on le voit dans les exemples que vous avez donnés, que ces personnes ont évidemment un parcours avant l'emploi accompagné. Elles ne débarquent pas comme ça en étant inconnues dans une démarche d'emploi accompagné. Donc, ce qui a permis déjà au préalable, je dirais, d'évaluer les besoins de la personne et de prendre la démarche d'accompagnement ensuite vers l'emploi en entreprise. Il y a d'autres questions? Il y en a une dans le fil de discussion, je crois. Donc, quels sont les facteurs de succès et risques d'échec? Alors là, je pense que je vais peut-être plus m'appuyer sur Simon, qui a plus que moi d'accompagner les personnes en direct.
Les facteurs de succès, c'est déjà le travail un petit peu en amont, d'identification un petit peu des difficultés pour qu'on puisse cibler des emplois qui soient vraiment adaptés à la personne. Après, le risque d'échec est là. Nous, on est aussi pour expliquer aux personnes qu'on peut tester des choses et que si ça arrive qu'en emploi, ça se passe mal, voilà, ça reste quand même malgré tout une expérience. On peut en retirer quelque chose et se projeter sur un nouvel emploi. Mais effectivement, l'échec peut être là. Ce qui va être surtout important, c'est d'avoir de l'échange aussi avec l'employeur, de ne pas attendre que les situations, on va dire, dégénèrent un petit peu, nous mobiliser assez tôt pour qu'on puisse essayer de mettre en place des choses pour résoudre les difficultés. Ça va être vraiment aussi important. C'est pour ça que nous, on est là un petit peu à toutes les étapes du processus aussi et qu'on explique vraiment à l'employeur qu'on est un interlocuteur, qui peuvent nous solliciter, même si on ne va pas forcément, nous, en personne, intervenir directement, mais on va pouvoir aussi passer le relais peut-être à d'autres personnes ou d'autres professionnels. Ouais. Je crois qu'un des facteurs de réussite, c'est prendre le temps. Voilà, on a affaire quand même à un handicap particulier qui est la déficience intellectuelle, donc avec déjà souvent des personnes qui ont besoin d'être rassurées, d'être mises en confiance, et il ne faut pas essayer de brûler les étapes. Et ça, je pense que c'est un point important de cette démarche de l'emploi accompagné. On prend le temps, on ne se donne pas forcément un objectif de réussite à 2 mois, à 3 mois, même à 6 mois. On prend le temps et chaque étape validée permet d'aller vers une réussite globale à la fin. Bonjour. Bonjour, j'aurais une question. Est-ce que ce dispositif d'emploi accompagné est uniquement à destination de l'handicap intellectuel ou ça, pas du tout, à toutes sortes d'handicaps? Oui, effectivement, c'est pour nous, on accompagne tous les publics. Donc, c'est tout type de handicap, ça peut être psychique, moteur, sensoriel, cognitif. Donc, c'est effectivement pas uniquement à destination des personnes ayant une déficience intellectuelle. C'est bon à savoir. C'est quelquefois un petit peu compliqué parce que c'est ce qu'on disait, on parlait un petit peu avant le groupe de parole. Pour nous, on va avoir vraiment de l'individualisé parce que les situations des personnes sont très différentes en termes de parcours et en termes de handicap également. D'accord, je vous remercie. Alors, on a une question aussi dans le fil. Comment vous sollicitez uniquement via une demande MDPH, pardon. Aymeric, je te laisse peut-être répondre. Oui, parce que là, il y a des petits changements. Donc, effectivement, alors, pendant longtemps, finalement, entre 2017 et maintenant, l'orientation, en fait, pour pouvoir bénéficier de l'emploi accompagné pour la personne, hein. Ah non, là, c'est vous. On est tellement habitué à ce qu'on parte du bénéficiaire que non, c'est comment nous solliciter, nous, en fait, directement. Il suffit juste de nous appeler, hein, effectivement. Après, c'est vrai que souvent, quand je vois MDPH, je pense à la question du parcours de la personne. Parce que c'est vrai que pour nous, pour qu'on puisse accueillir quelqu'un en emploi accompagné, il faut qu'il ait une orientation emploi accompagné qui, aujourd'hui, est délivrée par la MDPH, qui va progressivement être à la main aussi du service public de l'emploi, hein, de pouvoir donner cette orientation-là. Et puis, en Alsace, on va avoir une particularité, puisqu'avec la création de la plateforme, la plateforme sera élargie aux personnes du service public de l'emploi et la MDPH. Et en fait, les demandes d'orientation pour la personne passeront par cette plateforme et on décidera effectivement tous ensemble si c'est si c'est le parcours qui sera adapté, hein, si l'emploi accompagné sera effectivement le bon dispositif pour cette personne. Mais une entreprise qui veut nous solliciter nous en nous disant je suis une entreprise handi accueillante et j'aimerais accompagner quelqu'un, effectivement, elle peut nous contacter directement sans passer par la MDPH, quoi. Et à ce moment-là, on se rencontre, on va analyser l'offre, finalement, les besoins aussi de l'entreprise pour peut-être trouver le candidat idéal
par rapport à ce qui est attendu par l'entreprise, comme dit, en termes de besoins, de compétences, et définir ensuite les modes d'accompagnement dans l'emploi, dans la logique du place and train dont on parlait en début de webinaire. Super. S'il n'y a pas d'autres questions. À connaissance de vos dispositifs, c'est à elle de faire la démarche auprès de la MDPH. Comment ça se passe? Alors, pour la personne qui bénéficie de l'accompagnement, vous voulez dire? Oui, si une personne veut bénéficier de cet accompagnement, comment fait-elle? Est-ce qu'elle va faire une démarche auprès de la MDPH ou elle vous appelle vous? Alors, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça va dépendre des territoires. C'est là où c'est un peu mouvant aujourd'hui, hein, puisque à l'origine, en fait, la personne devait remplir une demande d'orientation auprès de la MDPH. Hein, donc, c'était en fait le formulaire, hein, comme quand on va demander, quand on va solliciter une allocation adulte handicapé ou la reconnaissance pour la qualité de travailleur handicapé. Il y avait une case, en fait, qui était cochée sur la demande vraiment d'emploi accompagné. Et donc, la MDPH, effectivement, décidait de cette orientation. Mais en Alsace, là, à partir de 2022, hein, pour répondre à l'obligation de création de plateforme de l'État, en tout cas, en Alsace, on a fait le choix de proposer une plateforme, pour le coup, d'orientation, c'est-à-dire que la personne qui souhaitera bénéficier de ce type d'accompagnement fera sa demande directement à la plateforme, qui sera une plateforme qui comprendra tous les opérateurs du dispositif emploi accompagné, élargie à des représentants du service public de l'emploi et à la MDPH. Donc, on fera sur des regards croisés et on définira ensemble si l'orientation est peut-être la solution idéale ou si on peut mobiliser d'autres solutions. Parce que ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le principe de subsidiarité, c'est ça, c'est que aujourd'hui, en tout cas, ce qui est attendu, c'est que l'emploi accompagné doit être le dernier recours, entre guillemets, lorsque les autres solutions, les autres prestations qui existent et qui sont financées par la GFIP, par exemple, ont été mobilisées, mais n'ont pas permis l'accès à l'emploi ou le maintien durable dans l'emploi de la personne, du fait de problématiques périphériques ou importantes. Et dans ces cas-là, l'emploi accompagné va permettre un renfort un peu plus important, puisqu'il y a une dimension d'accompagnement qui prend en compte les freins périphériques, qui prend en compte l'accompagnement dans la durée. Donc voilà, il y a cette petite différence-là qui va s'opérer. Donc en tout cas, en Alsace, en 2022, toute demande devra passer par… alors il y aura une communication par rapport à ça, mais toute demande passera par cette plateforme-là. Maintenant, on peut effectivement penser que la personne handicapée n'a pas forcément, je dirais, les capacités de trouver le dispositif elle-même, mais je dirais c'est aussi dans les missions des MDPH et dans les missions des services publics de l'emploi, de conseiller et d'indiquer, je dirais, le processus à suivre, y compris pour accéder à la plateforme. Parce que la plateforme, c'est un bel outil, mais il faut quand même trouver la porte d'entrée, si j'ose dire. Absolument. Donc, c'est pour ça que c'est encore on est encore sur une phase d'élaboration de cette plateforme-là. Donc, voilà, c'est quand même pas pour demain. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la MDPH, le premier réflexe, évidemment, hein, puisque c'est quand même l'organisme qui est identifié. Et ensuite, cet organisme-là réorientera vers les personnes référentes, quoi. Bonjour, rebonjour, excusez-moi. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez eu le cas de personnes qui étaient déjà dans l'emploi et pour des raisons pour se maintenir dans l'emploi, faisaient appel à vous? C'est ça qui est le but. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui occupe un poste et pour se maintenir au même poste, c'est arrivé, je pense. Alors, je ne sais plus, Simon, si on a quelqu'un dans nos effectifs, là. Alors, pas sur l'emploi accompagné, non. Pas actuellement. Oui. D'accord, voilà. On a vu sur d'autres, il y a d'autres dispositifs qui existent, qui peuvent effectivement travailler pour le maintien dans l'emploi. Mais là, pour l'emploi accompagné actuellement, on a encore ce cas de figure. Ça s'appelle comment ces autres dispositifs? Je pense que pour le maintien dans l'emploi, quand on travaille dans le secteur privé, il faut s'adresser à la GFIP. D'accord. Si on travaille dans la fonction publique, c'est le FIPHFP. Pardon pour ces acronymes, mais voilà, ce sont les organismes qui
voilà, qui travaillent, entre autres d'ailleurs, sur le maintien dans l'emploi de personnes qui ont un handicap, soit un handicap ancien, soit un handicap nouveau à la suite d'un accident ou à la suite d'une maladie, voilà, qui est dans une situation évolutive. Le maintien dans l'emploi, c'est évidemment aussi important dans l'action que de permettre à une personne handicapée de trouver un emploi. Après, théoriquement, les entreprises peuvent tout à fait aussi prendre l'initiative aussi du contact avec un dispositif emploi accompagné pour le maintien en emploi d'une personne qui viendrait d'être recrutée et qui présenterait du coup un besoin d'accompagnement. Il se trouve qu'au regard de l'étude qui avait été faite donc au 31 décembre 2019, les entreprises étaient à l'initiative de l'accompagnement seulement dans 2% des cas. Je pense par manque de connaissance aussi des dispositifs existants. Mais comme le disait Patrick et Émeric plutôt dans la présentation, l'emploi accompagné vient en complément d'autres dispositifs déjà existants. Donc, il existe toute une liste d'autres dispositifs proposés notamment par la GFI. D'accord. Ok, merci. Et vous pouvez voir le nom de ces dispositifs dans les plans régionaux d'insertion des travailleurs en situation de handicap. C'est en général, en tout cas pour l'Île-de-France, il y a un plan très, très détaillé où vous avez vraiment l'ensemble des acteurs du maintien dans l'emploi et des dispositifs existants. D'accord, merci. Ouais. Vous pouvez redire le nom de l'organisme là que vous venez de dire? L'organisme, non, je parlais des plans régionaux. Oui, voilà, c'est ça. Oui, s'il vous plaît. C'est les plans régionaux d'insertion des travailleurs en situation de handicap. Les travailleurs handicapés, là, vous pouvez trouver. D'insertion des personnes, d'accord. Voilà, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se déconnectent. C'est vrai qu'on a un petit peu dépassé en termes de temps. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être mettre fin à ce webinaire. Remercier nos intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, nous, on vous enverra donc la présentation par la suite. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions auxquelles vous pouvez penser par la suite, à revenir vers nous et à nous les poser. On y répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos experts, Émeric et Simon. C'est toujours bien d'avoir des éclairages de terrain. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bonne fin de journée. Excellent week-end. Moi aussi.